Parcours de vie, présenté par Olivier Charret. Bonjour Hugues. Bonjour Olivier. Alors nous sommes en direct différé aujourd'hui à Radio Val d'Azergues pour une nouvelle émission de Parcours de vie. Et j'ai l'immense honneur et chance de recevoir Hugues Savéguéraz, qui a une vie passionnante d'archéologue. Je suis gêné là. On va croire que vie passionnante, archéologue, on voit déjà le type qui vient d'Égypte, de Grèce. Non, pas du tout. Hein. Un petit peu quand même. Il a voyagé un peu encore, Hugues. Non, il n'a pas beaucoup voyagé. Écoute, quand j'étais au lycée, j'étais dans un club d'archéologie. Et puis, donc, dans ma classe, il y a des gens qui faisaient partie de ce club et d'autres non. 2-3 ans après avoir passé le bac, je rencontre dans le train un type avec qui j'étais en classe. Et il me dit, alors, qu'est-ce que tu deviens? Tu es allé fouiller? Il savait que je fais de l'archéo. Alors, tu es allé où en Égypte? Je lui dis non, je travaille en France. Il me dit, ah bon, tu es un archéologue sédentaire. Alors, voilà, donc je suis un archéologue sédentaire. J'étais un archéologue sédentaire. Alors justement, c'est sur quoi on va revenir. Moi, je commence toujours sur le principe de la rencontre. Alors toi, je t'ai rencontré dans les premiers temps, il me semble en 2016 ou 2017, pour l'Énéide, qui était un spectacle que j'avais monté. Donc on l'a fait dans le musée de Lyon, d'où nous sommes aujourd'hui, dont tu étais le conservateur. Et après, je me souviens à un moment où j'avais décidé de fabriquer cette scie à couper la pierre. Et tu m'avais regardé d'un air un petit peu... Oui, c'est vrai. J'étais sceptique. C'est parce que je savais que tu avais déjà fait des réalisations, le polybolos. Et je me suis dit, est-ce qu'il se rend compte vraiment dans quoi il se lance? Parce que cette histoire qu'à l'époque romaine, on sciait de la pierre avec du sable, bon, tout le monde le sait, quoi. Mais ça reste un peu théorique. Mais après, se dire, mettre en place la machine et avoir un résultat avec les mêmes matériaux et les mêmes techniques, moi, ça me semblait vraiment très, très difficile, quoi. On a pris plus de temps que ce que je pensais. Ça, par contre, c'était ce que j'avais pas prévu, ce temps, mais on a fait quand même pas mal de découvertes qui changent de ce qu'avait fait, par exemple, la BBC quand ils avaient fait leur premier reportage sur la coupe de la pierre, où ils avaient fait des expérimentations avec des dents, enfin des choses qui n'allaient pas, tu sais, où ils avaient scié des matériaux qui étaient poreux, enfin trop simple. Il nous fallait vraiment quelque chose de réaliste, et c'était mon but. Mais donc ça, c'était notre première rencontre, et là-dessus, donc effectivement, je me souviens de ta tête sceptique et de ta collègue qui dit si, je vous garantis, Olivier, il le fera, etc. Et là-dessus, je te remercie énormément. Tu nous as accompagnés dans toutes ces aventures, que ce soit la Dugier ou la scie hydraulique et maintenant la baliste et l'association Échelon. Enfin, je veux dire, vraiment, t'es une personne vraiment ressource et tu as quelque chose qui est formidable, c'est cette humilité. En même temps, t'es un puits de science. Mais ouais, je sais, vas-y, prends les compliments, tu vois, on est pas mal. Mais donc, on va revenir à tout ça et surtout à toi et à cette période de l'enfance où ta passion est née, je pense. Alors maintenant, c'est à toi. Vas-y, raconte. Alors, il y a quelques années, il y a une collègue suisse-allemande qui avait fait une sorte d'enquête. C'était intéressant. En gros, comment vous êtes venu à l'archéologie? Elle avait aussi le but un peu de serrier. Et donc, elle avait mis en évidence un type, on va dire, c'est le type, le ramasseur de cailloux. Je pense que je m'inscris là-dedans. C'est-à-dire que tout petit déjà, bien avant de faire de l'archéologie, je ramassais des cailloux, je collectionnais des fossiles, mais des choses modestes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants sont passionnés par les dinosaures, mais dans les années 70 ou un peu avant, puisque je suis né en 54, les dinosaures, ça existait, mais c'était moins médiatique. Le dinosaure était moins médiatique qu'aujourd'hui. Mais je collectionnais des choses modestes, des petits cailloux, et j'ai eu la chance que mes parents m'encouragent dans cette voie. Il se trouve qu'à cette époque-là, on habitait à côté de Paris, parce que mon père étant dans les travaux publics, peut-être que je possède un record, j'ai changé 12 fois d'école entre le cours préparatoire et la terminale. Voilà, parce qu'ils suivaient les chantiers, les barrages, les autoroutes, etc. Donc à ce moment-là, on habitait dans le 93, dans ce qui est aujourd'hui des zones qui sont, disons, problématiques, Clichy-sous-Bois, mais à l'époque, ces immeubles qui sont maintenant ce qu'on appelle la banlieue, étaient neufs. On habitait là-dedans et nous, ça nous semblait acceptable. Même si c'est vrai qu'on entendait beaucoup les voisins. Mais disons, c'était confortable, c'était neuf. Donc tout ça pour dire qu'on habitait dans le 93, à Clichy-sous-Bois. Et puis, le samedi, dimanche, on allait dans des musées, et notamment au Muséum d'histoire naturelle, parce qu'il y a la grande galerie où il y a les dinosaures, et puis au-dessus, il y a une galerie que les gens ne visitent pas parce qu'elle est très austère. Ce sont des vitrines à l'ancienne dans lesquelles il y a des petits fossiles trouvés dans le bassin parisien, avec des étiquettes encore écrites à l'encre. C'est marqué carrière de, marqué. Et donc, sur un petit carnet, je marquais carrière de, et puis le dimanche, mon papa m'amenait, on ramassait des fossiles. Voilà. Donc j'ai commencé comme ça. Et déjà à cette époque, donc,
j'avais une dizaine d'années, j'avais dit je veux être archéologue, mais sans savoir ce que c'était. Voilà. Et mes parents m'ont offert des livres, notamment ils m'ont offert quelque chose qui maintenant paraît très bien austère, la documentation française. En fait, c'est une sorte de pochette cartonnée dans laquelle il y avait un texte de présentation, l'archéologie en France, et puis une dizaine de fiches avec une photo, un texte. Et je me souviens, il y avait le théâtre de Lyon, d'ailleurs, qui venait d'être dégagé. Mais j'ai eu cette chance que je suis arrivé en première au lycée de Chambéry. Mon père, donc, qui était dans les travaux publics, a terminé sa carrière en faisant les autoroutes Lyon-Chambéry. Et la chance pour moi, au musée de Chambéry, il y avait, au lycée de Chambéry, il y avait un club d'archéologie qui avait été fondé par deux professeurs, l'un de latin, je crois, et l'autre peut-être de travaux pratiques, en 68. Et c'était encore une époque où le bénévolat était possible. C'est-à-dire que tous les jeudis à l'époque, on fouillait un petit bout d'une villa romaine dans la banlieue de Chambéry. Ça s'appelle Cognien. En tant que lycéen ? En tant que lycéen, voilà. C'était le club d'archéologie. Et donc, on éditait un bulletin à la Ronéo. Le prof qui dirigeait ça, qui s'appelait Jacques Pernon, avait une autorisation de fouille. Et on fouillait vraiment, on enregistrait. Donc, j'ai découvert vraiment l'archéologie de terrain. Et ça fait 50 ans. Parce que c'était en 1972. Alors, comment ça s'est passé? Donc, quand je suis arrivé à la rentrée, on ne fouillait plus parce qu'il y a eu des mauvais temps peut-être, mais il se trouve que au mois de février 1972, à Cognien, donc, il y a une pelle mécanique qui a fait une tranchée et qui a coupé toute une série de sépultures qu'on appellerait aujourd'hui de l'Antiquité tardive. Nous, on disait ils sont mérovingiens. Enfin bon, okay. Ça va. Ils avaient coupé tous les pieds, c'est-à-dire que dépassé de la tranchée, tous les fémurs. Et donc, on est intervenu là-dessus. C'était mon premier chantier. On a dégagé les sépultures, et puis en dessous, je me souviens, il y avait un petit liseré sableux avec un petit peu de matériel romain. Alors, le matériel, c'est quoi, pour tous ceux qui nous écoutent? Alors, en général, c'est de la céramique, on dit un petit peu de mobilier, je devrais dire, puisque c'est le terme. Ils ont quelques restes de l'époque romaine qui étaient en toute logique dessous, puisqu'ils étaient plus anciens que les sépultures d'Antiquité tardive. Et ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai pas été déçu par le côté... Alors, il y avait le côté squelette, j'aurais pu avoir peur, ou j'aurais pu... Pas du tout. Ça m'a passionné tout de suite, et d'ailleurs, on était fous de joie, parce qu'on dégageait ça, on rigolait, ça nous plaisait beaucoup. Et les minuscules bouts de céramique que je trouvais dessous m'ont vraiment enchanté. Je dis ça parce que, par la suite, quand je travaillais à Saint-Romain-en-Galles, on a reçu chaque année 50 à 60 stagiaires, qui étaient pour la plupart des étudiants. Et c'est vrai que de temps en temps, il y en a qui étaient un peu déçus. Parce que même donc, dans les années 81 et suivantes, l'idée de l'archéologie scientifique était peut-être pas implantée comme elle est aujourd'hui. Et certains pensaient peut-être que l'archéologie, c'était un peu Indiana Jones, qu'on allait trouver des choses fantastiques. Et le premier jour, on leur faisait un cours assez austère sur la stratigraphie, puis ils se retrouvaient avec un balai et une truelle, parce que la fouille, c'est surtout beaucoup de nettoyage. Et certains étaient déçus. Moi, j'aurais pu être déçu par mes premières découvertes. Parce que certes, il y avait le côté un peu spectaculaire des squelettes, et puis ces bouts de céramique, mais pas du tout. J'ai été tout de suite passionné. Donc, je m'inscrivais dans les ramasseurs de cailloux, on va dire. Et à propos de cailloux, d'ailleurs, quand tu étais à Chambéry, tu as dû quand même commencer à faire pas l'alpinisme, mais de la randonnée quand même. Alors, en fait, ma famille... Tu as aussi une passion de découverte là-dessus. Oui, mais ça, je tiens ça du côté de mon père, qui est savoyard, quoi. Okay. Et donc, mon grand-père... la famille était d'origine à côté d'Albertville. Entre Chambéry et Albertville, c'était peut-être pas alpinistes, mais montagnards certainement. Donc ils étaient au pied des Bauges, et puis ils allaient faire de la montagne très couramment, de la bicyclette, de la montagne. Donc tout petit, j'ai commencé à faire de la montagne. J'ai jamais fait des choses difficiles, mais j'aime beaucoup la randonnée. Et j'ai fait quelques sommets, quelques voies classiques dans le massif du Mont-Blanc, mais qui aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, s'avèrent très difficiles, voire impossibles. Fin de lycée, donc, tu arrives sur le bac. Voilà. Et après, donc, on était 5 dans ce club d'archéologie à poursuivre au-delà du bac. Et avec un collègue, on est allé à la fac de Lyon, tout naturellement. Et là, alors là, ça a été curieux, parce que les premières années, je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui, l'enseignement était archéologie et histoire de l'art. Tout à fait. Et nous... on disait, on avait déjà une approche pratique. Terrain. Voilà. Et on a été, il faut dire, assez déçus par certains cours d'histoire de l'art. Autant d'autres ont été passionnants pour moi, en particulier les cours d'architecture classique, l'architecture contemporaine, j'ai beaucoup aimé. Autant certains cours sur la peinture, moi, m'ont mortellement ennuyé, parce qu'ils étaient quand même, disons, enseignés de manière très classique, c'est-à-dire qu'on nous montrait un certain nombre d'œuvres, et puis il fallait ressortir ça pour l'examen. Voilà.
Mais j'ai eu la chance d'avoir un enseignant en archéologie orientale, Olivier Pelon, qui était un type qui fouillait à l'époque, qui avait fait l'école française d'Athènes, qui fouillait en Crète, et qui avait vraiment une présentation de l'archéologie, même si c'était loin de mes préoccupations, mais une présentation déjà très scientifique. Voilà, c'est le prof, le premier jour, il déroulait une grande carte, une carte allemande, parce qu'apparemment les cartes allemandes sont les meilleures. Il faisait une présentation géographique du bassin méditerranéen, avant toute chose. C'était vraiment très, très passionnant, quoi. Voilà. Et alors mon collègue, lui, a continué par une voie, il est devenu spécialiste, il a fouillé à Bahreïn très tôt, spécialiste de l'archéologie dans les Émirats. Et donc moi j'ai suivi un cursus complet à Lyon, et en même temps, j'ai continué, bien sûr bénévole les premières années, une approche pratique sur le terrain. Alors ça s'est fait comment? Ben là aussi, par le hasard, c'est-à-dire que dans le club du lycée Vaugelas, il y a un collègue à moi qui, en 1972, a regardé dans la revue Archéologia « Où fouillerez-vous cet été ?» Et il est allé fouiller sur un site qui s'appelle Ambroussomme, qui est un site romain et pré-romain, entre Nîmes et Montpellier. Et moi, cette année-là, alors, le lycée de Chambéry, l'association des anciens élèves du lycée de Chambéry, offrait 2 bourses de voyage à des élèves de première. Comme je faisais du grec ancien, j'ai présenté un projet de voyage en Grèce qui a été accepté. Et donc je suis parti, mes parents m'ont laissé partir à 17 ans et demi, sac au dos. Je suis resté 1 mois et demi en faisant le tour du Péloponnèse et je suis allé en Crète, etc. Donc j'ai découvert la Grèce, évidemment. Et comment ça s'est passé là-bas? C'est-à-dire à pied, t'as fait de l'autostop? Alors j'étais surtout à pied et en bus. Et c'était... Voilà, ça fait un peu rêver aujourd'hui, quoi. La bourse était de 1000 francs. Alors, je ne vais même pas dire combien ça fait à l'époque, quoi. Mais on avait une carte qui coûtait 5 francs, avec laquelle le train était quasiment gratuit. Donc, avec 1000 francs, je suis resté 1 mois et demi. Voilà. Je logeais en Crète pour 3 francs. Voilà. C'était l'équivalent, quoi. Mais bon, c'était une autre période. Maintenant, je me souviens être allé à Santorin. J'ose pas dire qu'il n'y avait personne à Santorin, ça serait faux. Mais il n'y avait pas d'aéroport, évidemment. Il y avait très peu de touristes. Il n'y avait pas de téléphérique. Donc, on arrivait en bas de Santorin. Santorin, c'est cette île perchée. Ceux qui avaient les moyens prenaient un âne et puis les autres montaient à pied, quoi. Et là, je me souviens très bien, à Santorin, je logeais pour une somme dérisoire. Et il y avait encore des maisons qui n'avaient pas été reconstruites suite au tremblement de terre des années 50. Voilà. Donc, c'était... Je suis retourné à Santorin il y a quelques années, qui est envahi par les touristes chinois, et ça m'a fait un drôle d'effet. Les paysages sont toujours aussi beaux, mais on va dire l'esprit des lieux, il y a une magie qui a disparu, quoi. Mais en revanche, quand je suis allé à Santorin, donc c'était en 72, on ne pouvait pas encore visiter le site qui a été enseveli par l'éruption, quoi. Alors que maintenant il y a une très belle mise en valeur. Donc tu fais Athènes. Tu reviens à Lyon. Voilà, je reviens à Lyon et en même temps... Alors voilà, donc je termine sur la formation. Mon collègue, moi, je vais en Grèce. Lui, en 72, il va fouiller Ambroussomme. Et quand il revient, il dit « Ouais, Ambroussomme, c'est super chouette. » Donc, en 73, nous y allons. Alors, on y va... on part de Chambéry. Lui à mobilette et moi à bicyclette. Et on y va en 4 jours en dormant dehors. Voilà, quoi, c'était sympathique. Alors moi, comme j'ai été un peu plus âgé que lui, j'étais le type à qui on pouvait faire confiance. Donc voilà. Et on est arrivé à Ambroussomme. Donc c'est un site qui se trouve à côté de Lunel. Et c'est là où j'ai rencontré quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie, et malheureusement disparu, Jean-Luc Fiche, qui était archéologue au CNRS et qui fouillait pour la 2e ou 3e année ce site. Voilà. Donc j'ai appris beaucoup de choses sur le terrain, une archéologie qui devenait scientifique, évidemment, et puis des préoccupations historiques aussi. Il y a 2 archéologues du Midi, parce que après je suis allé fouiller dans d'autres sites du Midi qui ont vraiment compté pour moi, Jean-Luc Fiche, et puis Michel Pi, qui lui est proto-historien, c'est-à-dire qu'en même temps, j'ai alterné des fouilles sur Ambroussomme, époque romaine, c'est un site de l'époque romaine, mais avec une installation en haut sur un oppidum qui a été aménagé au 2e âge du fer. Et puis Michel Pi, alors lui, il a fouillé des sites proto-historiques qui vont du bronze final, vers 1000 avant Jésus-Christ, jusqu'au 2e âge du fer. Donc ça fait que j'ai vraiment eu une formation sur le terrain sérieuse avec ces 2 archéologues sur différents sites pendant 5 ou 6 ans, quoi. Ce qui t'amène quasiment à la fin des études. Voilà.
Dans le même temps, j'ai rencontré en Bretagne parce que quelqu'un qui s'appelle Louis Simonet qui fouillait en Haute-Loire, donc je suis allé fouiller plusieurs années en Haute-Loire, une villa d'altitude. Donc voilà, ça a été des années de formation dans le Midi, en Haute-Loire, et puis à l'université. Donc c'était très bien d'ailleurs de lier l'enseignement universitaire et puis la pratique de terrain. Alors bien sûr, les 2 premières années, l'histoire de l'art... voilà. Mais alors, ce qu'il y a de très drôle, c'est qu'il y a quelques années, je donnais des cours de pratique à des étudiants de première année. Alors nous, quand on arrivait, on était en licence, on était 14, je crois, dans les années 70. Là, les 2 premières années, dans les années 90, ils étaient, je ne sais plus, 30 ou 40. J'étais censé, en plein air, leur donner des éléments pratiques sur l'archéologie. Ils étaient en première année. Et en plus, c'était l'hiver, donc je prétendais leur faire dessiner, on était sur le terrain, leur faire dessiner une fontaine romaine qui était remontée à Lyon. Je les amenais derrière le théâtre où il y a des superpositions de murs. Je leur disais, ben voilà, vous faites un petit dessin, vous essayez de comprendre, je repasse dans 5 minutes. C'était pas évident, il y avait 3 groupes de 10. Et puis je repassais, ils étaient là complètement transis, avec un crayon. J'ai dit, un petit crayon, ils dessinaient rien. J'ai dit, mais j'ai fini par leur dire, écoutez, ça vous intéresse pas? Ils m'ont dit, vous savez, nous, on vient pour l'histoire de l'art, alors que l'archéologie, ça nous branche pas beaucoup. Mon Dieu. Donc, fin des études, tu passes un diplôme, je suppose, pour une validation, qui est lequel? Alors, j'ai fait à la fois histoire de l'art et archéologie et histoire, jusqu'en licence. Ensuite, en licence, j'ai continué en archéologie. Et, chose aussi importante, c'est qu'à l'époque, il y avait un certificat C2, je crois, qui était commun, et ça aussi, je crois que ça a disparu, c'était précieux. Il était commun aux gens qui avaient fait... Parce que, voilà, quand je suis arrivé à l'université, c'est l'année où Lyon 2 et Lyon 3 se sont séparés. Voilà. Il se trouve que l'histoire de l'art et l'archéologie était à Lyon 2, mais moi, je voulais faire préhistoire en même temps. La préhistoire. Donc, je me suis inscrit à Lyon 2 et à Lyon 3. Et ayant fait préhistoire à Lyon 3, je pouvais aller dans un certificat où il y avait à la fois ceux qui avaient fait préhistoire, des apprentis dentaires, médecins et géologues. Et c'était quelque chose qui était un certificat de préhistoire, mais qui avait une partie d'enseignement à la fac de médecine, d'anthropologie physique, une partie de géologie à la DOA, et puis une partie de préhistoire dans les locaux de Lyon 3. Et ça a été vraiment très formateur parce que, moi qui suis un peu scientifique raté, parce que j'ai jamais été bon en maths, donc évidemment j'ai suivi la filière classique, mais j'ai pu accéder à des enseignements à la fois d'anthropophysique à la fac de médecine, et puis des enseignements de géologie à Lyon 1. Un sacré panel et t'a permis d'analyser beaucoup plus finement, je pense, certaines choses que tu as trouvées. Et en plus, comme j'étais un ramasseur de cailloux, j'étais content d'être à la fac de géol, quoi. Ok, donc tu passes ta licence. Licence, bon, j'ai continué après en archéologie, et puis jusqu'à une thèse sur les matériaux de construction. Parce qu'en fait, après toutes ces années où j'ai été bénévole sur différents chantiers, il s'est trouvé qu'en 1981, en 79, il y avait l'ancêtre de ce qui n'était pas encore l'INRAP, qui s'appelait l'AFAN, l'Association française pour les fouilles archéologiques. Qui est aujourd'hui l'Institut national de recherche archéologique préventive. Ouais. Donc j'ai fait une année comme vacataire sur des fouilles qu'on n'appelait pas encore préventives, mais de sauvetage, à Seyssel, en Haute-Savoie, avant la construction d'un barrage. Voilà. Et en fait, l'année suivante, en 1981, alors il faut se remettre dans le contexte, la filière archéologie, la filière culture n'existait pas encore. C'est-à-dire que on ne formait pas d'archéologues, on ne formait pas de conservateurs de musées. À l'époque, j'ai un peu honte quand je dis ça aux étudiants maintenant, pour être conservateur de musée, non pas conservateur national, mais conservateur de tous les musées dits classés et contrôlés, il fallait avoir fait une maîtrise d'archéologie ou d'histoire de l'art, et puis on faisait 3 mois de stage dans un musée, dans 2 musées différents, et on était inscrit sur une liste d'aptitude. Point. Il n'y avait pas de concours. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Toujours est-il que les archéologues n'existaient pas en tant que... Il y avait pas, dans la filière culture, il n'y avait pas d'archéologues. Donc, à ce moment-là, en 1981, le département du Rhône était propriétaire du site de Saint-Romain-en-Galles. C'est juste, et il l'est toujours, il me semble d'ailleurs. Oui, oui. Alors le site de Saint-Romain-en-Galles avait été dégagé en 1968, c'est-à-dire qu'au départ c'était un peu une découverte fortuite, même s'il y avait eu énormément de découvertes anciennes de mosaïques dans ce secteur. Donc il faut rappeler, Saint-Romain-en-Galles, c'est la rive droite du Rhône en face de Vienne. Depuis
le 19e siècle et même avant, chaque fois qu'on labourait, on trouvait des antiquités. La très belle mosaïque des travaux rustiques qui appartient au Louvre et qui est exposée à Saint-Germain-en-Laye vient de là. Et comme le centre de Vienne, évidemment, est très exigu, un certain nombre d'aménagements, on va dire d'équipements, sont communs en fait aux deux rives. Le lycée, par exemple, le grand lycée, est à Saint-Romain-en-Galles. La piscine est à Saint-Romain-en-Galles. Et lorsqu'ils ont décidé de construire le lycée en 1965, il y a eu quelques sondages qui ont montré que, contrairement à ce qu'on se pensait, ce qu'on avait toujours cru, du fait de la découverte des mosaïques au XIXe siècle, on pensait qu'il y avait des grands habitats romains dispersés. Et la surprise, c'est de trouver un quartier urbain dense, avec des rues, des maisons, enfin une véritable, comme on dit aujourd'hui, petite Pompéi française, pour reprendre le terme. Donc, entre 65 et 68, ils ont hésité. Que faire? Est-ce qu'il fallait tout arrêter? Est-ce qu'il fallait tout casser? Alors, pour finir, ils ont dégagé une partie du site pour montrer que ça valait le coup d'être conservé. Et puis, le lycée a été déplacé un tout petit peu, mais construit sur une des plus grandes maisons romaines. Le site était resté dans cet état, c'est-à-dire qu'un dégagement, quelques restaurations, mais l'histoire du site restait à écrire. Le département du Rhône, qui avait racheté les terrains qui avaient été acquis pour le lycée, a décidé de mettre ce site en valeur. Mais l'État lui a dit, en substance, vous, Conseil général, vous êtes propriétaire de ce site, mais avant de le mettre en valeur, il faut l'étudier, il faut le restaurer, et il faut que vous créez, vous avez créé une équipe d'archéologues. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Le département du Rhône a créé une équipe dans laquelle il y avait un photographe, 2 dessinateurs et 2 fouilleurs. Donc moi, j'étais un de ces fouilleurs en 81. Et c'est vrai que le site de Saint-Romain-en-Galles, il est passionnant, parce que c'est 4 mètres de dépôt archéologique en 3 siècles, et c'est un site qui est pédagogique, vraiment incroyable, quoi. Voilà. Il y a une stratigraphie, notamment sur les parties occupées les plus anciennement. L'intérêt, c'est qu'on voit dans quoi on est dans une ville romaine, mais on peut suivre vraiment l'histoire de la ville. C'est à la fois des habitats très riches, comme on n'a pas à Lyon d'ailleurs. Vienne, il y a vraiment une spécificité de grandes maisons romaines, et ce côté stratifié. Voilà, donc j'ai passé, je suis rentré en 1981. De 81 à 88, c'est Armand Desbas, donc archéologue au CNRS, qui a dirigé les fouilles. Et puis j'ai pris la suite de 88 à 97. Voilà. Et ça a été à la fois intéressant, et puis aussi, c'était un site on recevait chaque année entre 50 et 60 stagiaires. Et il y a vraiment une vie l'été qui était fort sympathique. En plus, j'avais à peu près le même âge qu'eux, à peu de choses près. Et je crois que... Alors je disais, certains étaient un peu déçus, disaient « Ah, c'est ça l'archéologie », mais comme on disait, en fait, 15 jours, vous prenez 3 kilos, vous êtes remboursé, quoi. Parce que c'était fort sympathique, l'ambiance était bonne, la nourriture excellente, et on était un chantier très bien organisé, avec des moyens, parce qu'on rigolait, parce qu'à l'époque, il y avait des chantiers de fouilles l'été qui étaient organisés par des profs, où les malheureux fouilleurs étaient sous une tente, ils se faisaient la popote eux-mêmes, alors que nous, c'était royal, c'était une maison en dur, avec douche, des cuisines équipées, enfin c'était... Et je crois que... Enfin, notre fierté, c'est de voir aujourd'hui, c'est plus la nouvelle génération, mais les générations d'archéologues qui ont suivi, beaucoup de gens qui se sont formés à Saint-Romain-en-Galles. Alors non seulement sur le terrain l'été pendant la fouille, mais en plus on organisait quelque chose qui a essaimé par la suite, un stage de céramique, parce qu'évidemment la céramique, pour l'archéologie romaine, c'est indispensable. Et pendant une semaine, c'était intense, quoi, comme une formation intensive sur la céramique. On faisait ça à Pâques. Et là encore, beaucoup de céramologues aujourd'hui ont fait ce stage, quoi. Fantastique, mais vraiment fantastique. Tu poursuis tes études de fouilles, enfin tes études, c'est pas des études, mais tu poursuis tes fouilles. Alors voilà, lorsque j'arrive à Saint-Romain-en-Galles, j'avais lancé, je pensais faire un sujet de thèse sur ce que j'avais fouillé, où j'avais fouillé l'année précédente, à Seyssel. Il faut dire qu'on a la chance d'avoir à Lyon un laboratoire de céramologie. À l'époque, était encore vivant le fondateur, Maurice Picon, qui était vraiment un homme remarquable, quoi, un scientifique vraiment de très haut niveau, avec qui il était vraiment très agréable de parler. On apprenait vraiment beaucoup de choses. Et moi, je fréquentais assidûment ce laboratoire. Il y avait une bibliothèque, on pouvait discuter. Voilà, c'était vraiment vivant et c'était précieux. Oui, je repense, je ne sais pas si j'en parlerai, mais lorsque je suis arrivé au musée de Lyon, le conservateur, c'est le conservateur historique, Jacques Lasfargue, c'était un personnage haut en couleur.
Et quand on lui a demandé de parler de l'architecte du musée, il était très, très ému, parce qu'il avait 20 ans à l'époque, l'architecte du musée, c'était Bernard Zerfus. Et je lui pose la question, il était interviewé comme je suis aujourd'hui, je lui pose la question, Monsieur Lasfar, vous avez bien connu Zerfus, parlez-nous de vos années. Ah, Zerfus, c'était un grand personnage, un homme élégant. Et je voyais qu'il était ému, et il a eu cette formule, il dit, Zerfus, il vous rendait moins con, vous voyez. Eh bien, Maurice Picon, c'était ça. Vous discutiez avec lui, tu discutais avec lui, et tu étais enrichi. Voilà. Donc tout ça pour dire que je fréquentais ce laboratoire, et c'était un laboratoire de céramologie qu'il avait monté lui-même. C'était quelqu'un qui était physicien à l'origine. Et donc j'avais prévu de faire quelque chose, en thèse, en tout cas ce qu'on appelait un DEA, ce qui doit correspondre maintenant à... Un Master 2. Un Master 1 peut-être. Enfin, en tout cas... Master 2 parce que ça regroupe, mais bon, c'est en tout cas, c'était les prémices d'une thèse. Quelque chose qui aurait été sur la céramique, c'est-à-dire l'idée, c'était... en étudiant toutes les sources, la carte géologique, les archives, etc., les archives anciennes, dans la région de Seyssel, en Haute-Savoie, faire un recensement de tous les lieux de production de terre cuite, que ce soit la céramique, les tuiles, les briques, et essayer après, par la méthode régressive, de voir s'il y avait eu des artisanats romains à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce que tu entends par méthode régressive ? Disons que j'essaye d'avoir le plus de renseignements possible sur le 19e, le 18e, etc. Ça, on va en reparler pour les carrières, quoi. Je mets en valeur des sites qui ont forte chance d'avoir déjà été exploités à l'époque romaine, et c'est là-dessus que je vais focaliser mes recherches. Voilà. Et puis, comme je commence à Saint-Romain-en-Galles, il faut dire que entre les vacations de la fin à l'époque et puis mon salaire à Saint-Romain-en-Galles, c'était le jour et la nuit. Et puis c'était aussi, parce que les vacations à l'époque, on pouvait être employé qu'un certain nombre de mois, après il fallait s'inscrire au chômage, alors que contractuel, un CDI à Saint-Romain, même si au début c'était des contrats de 3 mois, c'était autre chose, quoi, d'un point de vue. Donc j'étais très content d'entrer à Saint-Romain-en-Galles en 1981. Mais mon sujet de thèse putatif sur l'industrie potière de la région de Seyssel, il ne fallait plus en parler. Mais à ce moment-là, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait un sujet qui avait été peu travaillé et qui avait beaucoup d'intérêt, notamment à Vienne, c'était les matériaux de construction. Ça tombe bien. Voilà. Nous y voilà. Les Romains, ont importé des marbres, mais ils ont construit essentiellement en calcaire. Or, Vienne, il n'y a pas de calcaire à Vienne. Le premier endroit, le premier affleurement de calcaire, qui d'ailleurs n'était pas tellement utilisé, il est à peu près à 25 km à l'est. En revanche, il y a beaucoup de calcaire au sud, la pierre du Midi, il y a beaucoup de calcaire du côté des terrains. Mais donc, si je veux caricaturer, sur un site archéologique comme Vienne, enfin Saint-Romain-en-Galles, si je trouve un fragment de calcaire dans une couche archéologique, il a été importé. À partir de là, comme disent les footballeurs, j'ai lancé un sujet de thèse donc, sur les matériaux de construction à Lyon et à Vienne à l'époque romaine, et j'ai obligé mes collègues qui fouillaient avec moi à garder le moins de bouts de calcaire. Voilà. Et c'était intéressant parce que c'est un sujet qui avait été, il n'était pas vierge, loin de là, mais qui n'avait jamais été vraiment abordé par des gens qui s'intéressaient à la géologie, on va dire. Parce que je vois le sujet vaste, c'est énorme à traiter. Et c'est très scientifique aussi. Rapidement, moi je me suis focalisé sur les roches calcaires. Pourquoi ? Parce que bon, les marbres, ça posait d'autres problèmes et il aurait fallu étudier des carrières lointaines. Les roches locales, par définition, elles étaient moins intéressantes. L'intérêt du calcaire, c'est que il y a en termes de volume, il y a des importations. D'abord, il était importé, rien sur place. Des volumes importants. Il avait généré une économie liée à son exploitation, son transport, sa taille, etc., importante. Donc d'un point de vue économique, c'était quelque chose d'important. Et c'est un sujet qui n'avait jamais vraiment été abordé de manière, on va dire, naturaliste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient déjà travaillé sur le sujet, mais c'était des observations relativement superficielles. Donc il y avait la place, je pense, pour relancer le sujet avec une... Et oui, et l'autre intérêt aussi, c'est qu'on pouvait intervenir, faire des recherches sur les carrières. L'hypothèse, c'était que ces calcaires importés en masse, quand on regarde la carte géologique, il y avait de fortes chances pour qu'ils viennent, on va dire, du quart sud-est de la France. Donc il y avait la possibilité d'intervenir à la fois sur les carrières, des prospections, et puis de confronter ce qu'on trouvait dans les carrières avec ce qu'on trouvait sur le site archéologique. Et il faisait venir d'où ? Parce que je pense que tu as quand même balayé, il va y avoir une source quand même majoritaire pour ça. Alors, quand on regarde Lyon et Vienne,
la première source de pierre de taille, parce que voilà, on parle de calcaire et de pierre de taille, les marbres, c'est une autre histoire, c'est ça qui est intéressant, c'est importé. C'est la pierre du Midi, c'est-à-dire que les monuments les plus anciens, aussi bien à Vienne qu'à Lyon, on fait monter, je dis monter parce qu'on pense au cours du Rhône, de la pierre qui n'affleure pas au-delà de Saint-Paul-Trois-Châteaux, on va dire. La pierre du Midi, c'est ce calcaire tendre, c'est les Baux de Provence, les cathédrales d'Images, voilà, ce calcaire qui a servi pour le théâtre d'Orange, les monuments de Glanum, etc. Mais d'un point de vue géologique, ça ne va pas plus au nord que Saint-Paul-Trois-Châteaux, où il y avait d'énormes carrières exploitées en particulier au XIXe siècle. Donc c'est un matériau importé. Et on voit par exemple à Lyon les monuments de Trient, ces mausolées qui sont un peu oubliés, mais qui sont très intéressants. C'est de la pierre du Midi. Le premier état du théâtre de Lyon, la pierre de taille, c'est de la pierre du Midi. Voilà. Le temple d'Auguste et de Livy à Vienne, c'est de la pierre du Midi. Et ensuite, alors il y a, pour faire bref, très vite, et c'est ça qui est fort chez les Romains, c'est que ils ont dû lancer une enquête incroyable pour rechercher des matériaux qui les intéressaient. Et dès la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, on a par exemple du calcaire tendre qui vient de Seyssel, enfin la pierre de Seyssel, c'est une carrière qui se trouve à quelques kilomètres en aval du barrage de Génitia. Et il y a vraiment une mutation qui s'opère vers le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, où on va, à ce moment-là, ouvrir de grandes carrières de calcaire extrêmement dures, avec en particulier cette pierre remarquable qui affleure sur les deux rives du Rhône, dans l'Ain et dans l'Isère, qui s'appelle le chouin. Le terme de chouin, c'est un terme local qui désigne, disons, du parler des carriers et des tailleurs de pierre locaux, et qui désigne une pierre calcaire dure. Donc le chouin dit de fait, qui affleure d'un côté vers Branle dans l'Isère et de l'autre vers Périeux dans l'Ain. C'est un matériau extrêmement dur, voilà, et qui a vraiment été importé, taillé de manière intense pour tous les grands monuments, aussi bien lyonnais que viennois. Tu passes combien de temps à préparer ta thèse? Parce que le sujet est tellement important. Oui, mais le sujet est important, mais en même temps, comme il y a eu peu de choses dessus, ça me permet de faire une thèse qui ne faisait que 300 pages, alors qu'à cette époque-là, j'avais des collègues qui, on disait pour rigoler, que le jury disparaissait derrière les volumes. Donc moi, je fais une thèse relativement modeste, mais on va dire, je ne voudrais pas avoir l'air un peu prétentieux, mais comme j'amène quand même du nouveau, ou du moins je traite un sujet qui n'a jamais vraiment été traité sous cet aspect un peu naturaliste, je me permets de faire quelque chose qui est relativement modeste. Mais efficace. Voilà. Et l'intérêt pour moi, c'est que, et ça a été vraiment une période de ma vie très heureuse, c'est que j'ai visité tout un tas de carrières, j'ai prélevé des échantillons sur le site à Saint-Romain-en-Galles. Enfin, j'ai regardé bien sûr les monuments encore d'élévation. Et sur le site de Saint-Romain-en-Galles, pendant 4 ou 5 ans, on a gardé le moindre bout de calcaire qu'on a trouvé dans toutes les fouilles qu'on a faites. Et après, la comparaison entre les deux ensembles m'a permis, sur une base un peu plus scientifique, de dire, ben voilà, il y a de fortes chances pour que ça vienne de tel endroit, etc. Ok, donc tu as sacrément influencé quand même toute la suite de l'étude des matériaux sur la région du Rhône, en tout cas. Au moins, tu as donné une impulsion. Voilà, il y avait eu des gens il y a des choses qui avaient été écrites, qui étaient sérieuses, hein, notamment par un dénommé Masneau, qui était un prof d'histoire naturelle, juste avant la guerre. Mais après, c'est un sujet qui avait été un peu délaissé. Mais je dois dire que je parlais de Maurice Picon et du labo de céramologie. Au niveau de la démarche un peu théorique, c'est complètement celle de la recherche des lieux de production de céramique qui a été appliquée aux carrières de pierre. C'est-à-dire, voilà, sur un site archéologique, je trouve... Ah bah très bien. je trouve un fragment de calcaire. Ce fragment de calcaire provient d'une carrière X. Voilà. Alors, il y a des centaines de carrières de calcaire, donc je ne peux pas les comparer à toutes. Donc je vais restreindre l'aire de l'étude. Alors déjà, je regarde un peu l'environnement, le quart sud-est. Je vais partir de l'hypothèse que ça vient du quart sud-est de la France, à peu près. Après, je vais me dire, voilà, il y a de fortes chances pour que si un site a été exploité, si un site de carrière a été exploité à l'époque romaine, c'est donc qu'il offrait un certain nombre d'avantages, et il y a de grandes chances pour qu'on ait tiré parti plus tard de ces avantages. Donc, si je fais une cartographie la plus précise possible des lieux d'extraction à toute période, il y a de fortes chances, probablement, c'est une recherche probabiliste, ils contiennent probablement des lieux qui ont été déjà exploités à l'époque romaine. Voilà, c'est ça la démarche probabiliste. Cela dit,
il y a des contre-exemples magnifiques. Il y a de magnifiques contre-exemples, et il y en a un des plus beaux contre-exemples. C'est une carrière qui est dans le sud du Vercors, qui s'appelle la Quérie, qui domine Die, ou qui était visiblement exploitée pour la ville de Die, qui est une ville romaine. C'est en pleine montagne, c'est tout petit, il y a encore un grand bloc qui n'a jamais été sorti. Cette carrière, elle a peut-être servi 10 ans à l'époque romaine, et puis elle n'a plus jamais resservi. Donc il n'y aurait pas les vestiges encore visibles, on ne la connaîtrait pas. Mais statistiquement, voilà, d'un point de vue probabiliste, il est probable que les lieux exploités à l'époque romaine ont continué à l'être par la suite. Voilà. En se disant, là aussi le calcaire, c'est un matériau pondéreux, donc je vais aussi plutôt, disons, favoriser des sites d'extraction proches des voies d'eau. Ben oui, avec le chemin de halage pour remonter tout ça. Voilà, donc entre la carte géologique, les archives, moi j'aime beaucoup le 19e siècle parce que c'est une époque qui aime beaucoup les statistiques. En 1889 ou 84, il y a un grand recensement de toutes les carrières de France. Donc à partir de là, ça donne déjà une base pour aller visiter ces carrières et dire il y a de fortes chances pour que dans cet ensemble, il y ait les pierres que je recherche. Voilà. Et j'ai eu comme ça des surprises formidables. Je me souviens, enfin, ça paraît, on va dire, je raconte ça, c'est pas vrai, mais si. Durant la semaine, on fouille et mon collègue me dit tiens, regarde dans les couches profondes de Saint-Romain-en-Galles, il m'apporte un calcaire rosé, tendre, rosé, avec des nodules. Je dis je connais pas du tout ça, incroyable. Donc le week-end, je pars vers Mâcon et je trouve la carrière de Saumeray. Enfin, je trouve, elle existait. Je regarde la carte de Saumeray et je m'aperçois que ça vient de là, quoi. Voilà, c'est des petits plaisirs de chercheurs comme ça. Donc là-dessus, tu me termines ta thèse en quelle année? Tu la soutiens en quelle année? En 84. Et okay. Avant, j'ai la chance d'avoir une bourse à l'école française de Rome. Et là, bon, j'étais passé à Rome, mais là, je reste un mois à Rome. Et là, c'est formidable. Tu avais postulé pour ça? Ou c'est un... Oui. Mais c'est quelque chose qui se fait. Ça n'a rien à voir, parce que l'école française de Rome, il y a les membres. Non, ça n'a rien à voir. C'est des gens qui restent plusieurs années après avoir... en général, réussi, normal sup, enfin voilà. Non, être boursier, c'est relativement... Il faut préparer un sujet de thèse, en général, et puis avoir un mot d'introduction du prof avec lequel on travaille. Mais ça m'a vraiment ouvert des horizons. Et puis, c'est vrai que quand on s'intéresse à l'architecture romaine, voilà quoi. Donc, pas la peine de faire un dessin. Oui, c'est ça. Donc, tu vas à Rome et tu soutiens ta thèse. Voilà. Tu passes combien de temps à Rome? 1 mois. C'est court, mais tu as dû voir tellement de choses. Voilà, et puis après, on est allé aussi une semaine à Pompéi, Herculanum. Ah bah forcément, oui. Voilà. Et une fois que tu as eu soutenu la thèse, tu t'orientes vers quoi? Alors, je reste à Saint-Romain-en-Galles, en fait. Et je reste à Saint-Romain-en-Galles. Je prends la direction du site des fouilles en 88. Et je reste encore encore 6 ans, quoi. Donc, j'ai passé 16 ans à Saint-Romain-en-Galles. Et à peu près 16 ans, j'ai passé plus de 11 ans à fouiller. Parce qu'à l'époque, on commençait à fouiller à Pâques et on terminait à Noël en recevant des stagiaires l'été. Donc c'était vraiment, c'était vraiment soutenu. Et donc on a étudié en profondeur, on a fait toute une série de sondages, je ne sais plus combien de sondages, de façon à étudier l'histoire de la ville à travers ces sondages. Et on avait pratiquement fini quand le projet de musée a débuté. C'est ça, c'était ma question qui arrivait juste après. Voilà. Alors, drame pour moi, parce que Saint-Romain-en-Galles, il y avait le site, mais à côté, il y avait des parcelles qui avaient été achetées, mais qui n'étaient pas fouillées, où il y avait des cerises, des abricots, du raisin, etc. Tout ça disparaît, voilà. Il y avait un bois de bambou, un côté un peu mystérieux, les égouts, etc. Les égouts romains qui s'enfonçaient dans le bois de bambou, ça faisait, avec les toiles d'araignée, ça faisait un peu Indiana Jones. Bon, tout ça disparaît. Le musée de Saint-Romain-en-Galles, alors je passe les péripéties, parce que la question est, sur un site archéologique, si on veut construire un musée, où est-ce qu'on le met ? Il y a eu plusieurs projets. Il y en a eu un, c'était de dire, écoutez, plutôt qu'aller poser ce musée sur un endroit qui n'a jamais été fouillé, pourquoi ne pas le poser sur un endroit qui a déjà été fouillé et restauré, par exemple au-dessus de la grande maison qu'on avait vraiment fouillée en détail, qui s'appelle la maison des Diocéans. Bon, mais ça n'a pas été accepté. Pour finir, on a fait un certain nombre de sondages et on avait repéré un endroit. Il fallait aussi tenir compte que ce musée devait être visible de l'autre rive, donc il a été décidé de l'implanter au bord du Rhône. Et là, ça a été... en fait, on a fait une première fouille, on pourrait dire préventive, de façon à étudier, voir quels étaient les vestiges sur lesquels ce musée allait être posé, de façon à ce que, notamment, les descentes de charge de l'architecte ne tombent pas de manière, on va dire,
fortuite sur des endroits intéressants, mais qui puisse en fait adapter la forme de son bâtiment à la forme du bâtiment romain dont il y avait les vestiges dessous. Et l'idée de l'avoir sur pilotis est une très bonne idée, je trouve. Justement, ça donne quelque chose de très aérien, en même temps on peut être en dessous. Enfin, je trouve ça vraiment très intelligent. Alors, on n'est pas allé jusqu'au bout parce que dans l'idée, c'était que sous cette plateforme, le musée devait aussi protéger des vestiges. Et on pouvait continuer une fouille dessous. Parce que là, on est dans la zone sud de Saint-Romain-Gall, qui a été occupée dès les années 30 avant Jésus-Christ. Et à cet endroit-là, les sondages ont montré, il y a par exemple un atelier de potier très ancien, fin de l'époque augustéenne. Donc l'idée, c'était de pouvoir refouiller et en particulier avoir une activité pédagogique, montrer des fouilles en cours au public. Bon, pour différentes raisons, ça n'a pas été fait. Mais en tout cas, on a dégagé, on a fait un dégagement à l'emplacement du musée. C'est d'ailleurs une très grande maison, mais qui avait été pas mal fouillée d'ailleurs au XIXe siècle. Parce qu'au XIXe siècle, il y a des chercheurs de mosaïque qui devaient employer des paysans désœuvrés pendant l'hiver. Et alors, ils faisaient des trous partout. Donc ça avait été quand même pas mal éventré. Et donc l'architecte a pu poser ses descentes de charge aux quatre coins des murs romains. Et ça fait que la plateforme du musée reprend pratiquement la taille de la maison qui est dessous. Elle est immense. 70 mètres par 80. Quoi. Voilà. Tu quittes le musée de ça. Alors voilà, j'arrive, je m'engage auprès du conservateur du musée qui a été recruté à rester à Saint-Romain-Gall jusqu'à l'ouverture du musée. C'était très intéressant parce que, évidemment, ce musée, il fallait le remplir. Alors il y a eu un dépôt de très belles mosaïques qui était à Vienne, qui était fait au musée de Saint-Romain-Gall. Mosaïques d'ailleurs trouvées sur les deux rives. Voilà. Et puis, il fallait donner de la matière et du contenu, mettre un peu tout ce qu'on avait étudié, mis en valeur, le mettre à la disposition des visiteurs. Et c'était passionnant à faire. Ah, mais il est très clair, il est vraiment... Voilà, rédiger les cartels, les brochures qui vont avec, concevoir les contenus des vitrines, etc. Voilà. Mais lorsque le musée ouvre en 80, je ne sais plus si 16 ou 17, j'arrivais presque à 20 ans à Saint-Romain-Gall. J'étais, comme je disais, un peu saturé de stratigraphie de Saint-Romain-Gall. Et là, une opportunité se présente à moi. Le poste de conservateur adjoint au musée de Lyon était vacant. Alors, les gens m'ont dit, mais ça ne va pas t'ennuyer de passer de la fouille à autre chose. Ça va, on me disait, la truelle ne va pas te manquer, puisque l'outil d'archéologue, c'est la truelle. Maintenant, c'est plutôt dans les fouilles préventives, la mini-pelle, mais nous, on était en fouille programmée, c'était la truelle. Alors, non, ce côté, alors la vulgarisation, c'est un vilain mot, mais on n'a rien trouvé de mieux. Non, c'est pas un vilain mot, justement, c'est de partager des connaissances et d'essayer Voilà, de ce partage des connaissances, j'avais été sensibilisé depuis longtemps, puisque quand j'étais étudiant, j'avais travaillé 6 mois à la revue Archéologia. Et là, ça m'avait appris comment on écrit un article pour le public, qu'il faut faire un chapeau, qu'il faut que ça soit court, qu'il faut qu'il y ait des sous-titres, des illustrations et tout ça. Donc ça m'intéressait beaucoup. Et puis, ce que j'avais fait ce que nous avions fait, l'équipe archéologique pour le musée, évidemment, c'était aussi de la vulgarisation, c'était très intéressant. Donc je suis passé du côté du musée de Lyon, qui était à l'époque avec ce personnage haut en couleur qui était Jacques Lasfargue, qui était là depuis déjà de nombreuses années. Alors je vais pas rentrer dans des détails, mais il se trouve que Jacques Lasfargue a été appelé un peu en homme providentiel pour terminer le musée de Saint-Romain-en-Galles. Bon, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais disons qu'il y a eu un certain retard. L'architecture avançait, mais la muséologie et la muséographie avaient tendance à avoir du retard. Donc ils ont fait appel à Jacques Lasfargue, conservateur, qui était à la fois, on disait à l'époque, directeur des Antiquités, maintenant on dirait conservateur régional de l'archéologie, et directeur conservateur du musée de Lyon. Donc il a regroupé une équipe pour qu'on rattrape un peu le retard et qu'on puisse ouvrir ce musée avec tout son contenu. Donc ta place est vacante pour toi. Voilà. Et, mais Jacques Lasfargue était un personnage, comme j'ai dit, haut en couleur. Il y a des problèmes relationnels entre Jacques Lasfargue et le département du Rhône. Donc, moi, le musée de Saint-Romain-en-Gall venait d'ouvrir. Il y avait un poste de conservateur vacant à Lyon. Je présente ma candidature. Je me dis, tiens, j'aimerais bien. Alors, je vais voir mes responsables administratifs en disant, ben voilà, j'aimerais bien. Bon. Mais à ce moment-là, dans le journal, un article paraît, Jacques Lasfargue va quitter le musée de Lyon. Vraiment, c'est de notoriété publique qui ne s'entend pas du tout avec
le directeur des services administratifs du département. Bon. Donc, je vais rencontrer Jacques Lasfargue quelques mois après. Je lui dis, voilà, j'ai appris que vous partiez. Il me dit, ah ben non, je ne pars pas. Voilà. Donc, je rentre au musée gallo-romain. Et voilà, et avec Jacques Lasfargue, j'ai beaucoup appris. C'était un personnage remarquable. Enfin, je dis c'était parce qu'il n'est plus conservateur. Il est à la retraite depuis une dizaine d'années. C'était un personnage remarquable. Et avec lui, j'apprends le métier sur le terrain, quoi. Voilà. Mais je suis rattrapé par Saint-Romain-en-Galles parce que 3 ans après, le département du Rhône, se voyant propriétaire de 2 musées, puisqu'en fait le musée de Lyon, en 1975, lorsqu'il avait ouvert, c'était un musée municipal. Mais en 91, il passe au département. Le département, en 91, gère le musée gallo-romain de Lyon, qui s'appelait comme ça à l'époque, mais gère aussi, depuis 96 ou 97, le musée de Saint-Romain-en-Galles. Donc, se voyant à la tête de 2 musées, en toute logique, crée un pôle archéologique du Rhône avec Jacques Lasfargue à sa tête. Et moi, qui étais conservateur adjoint, je deviens responsable scientifique des 2 musées. Voilà. Donc, je retourne aussi en partie à Saint-Romain-en-Galles pour m'occuper un peu des collections, des expositions. Et ensuite, les 2 musées vont se séparer au moment de la création de la métropole. Oui. Le musée gallo-romain restant donc côté métropole, tandis que le musée de Saint-Romain-en-Galles restant département du Rhône. Et toi, tu intègres le musée donc, justement de Lyon, à quel moment ? Donc c'est 97, je crois. C'est ça, justement. Voilà, comme conservateur adjoint. Et après, tu gravis les... Enfin, gravis les échelons. Après, je reste conservateur adjoint pendant de nombreuses années. Et ensuite, en 2012, je crois, oui, je deviens directeur et je le reste jusqu'à 1 an avant ma retraite où je demande, pour ma dernière année, à repasser directeur scientifique pour terminer un certain nombre de travaux. Quoi. Voilà. Est-ce que tu as une anecdote ou une exposition temporaire qui t'a vraiment marqué ? Oui. Alors, justement, Jacques Lasfargue, il avait très bien vu la difficulté de l'archéologie préventive. L'archéologie préventive, c'est quelque chose qui a eu du mal à passer auprès des élus, auprès des populations, parce que, eh bien, on disait ça coûte cher, les archéologues stoppent les travaux, empêchent le développement urbain, etc., etc. C'est vrai que ça revient, et toujours d'ailleurs. Et puis, il y avait eu notamment, je ne sais plus quel est le sénateur, qui avait fait une sortie qui avait été remarquée pour se moquer de l'archéologie. Il disait, oui, il y a eu des fouilles dans ma commune, on a trouvé des boîtes de Coca-Cola. Enfin, voilà, c'était assez basique. Et dès les années 97, Jacques Lasfargue a dit, notre rôle, ça va être de montrer au public qu'est-ce que l'archéologie préventive, comment elle fonctionne et pourquoi elle est intéressante. Donc, il met sur place ce qu'il appelait des expositions dossiers, c'est-à-dire... on rentre en contact avec les archéologues de l'INRAP, enfin avant l'INRAP, même de la FAN, et avant même que la fouille se termine, en collaboration avec eux, on fait déjà des petites expositions en disant, en général, le public des sites archéologiques, il voit que les palissades, parce qu'il ne peut pas les visiter, ces sites. On peut pas. À l'époque, les portes ouvertes, il n'y en avait pas beaucoup. Mais en revanche, nous, musées, on va le plus rapidement possible montrer ce qui a été découvert. Voilà, avant même que les archéologues fassent les publications, parce qu'on sait que c'est toujours très long par la suite. Donc on se lance dans une politique d'exposition dossier, et en plus, on se dit, on va les remonter dans des lieux publics proches du lieu de découverte. Donc pendant des années, on transporte de lourdes cloches en verre, on fait des expositions dans la mairie de 2e, à la Drac, dans la banlieue lyonnaise, voilà. Alors c'était des expositions très très modestes, mais c'était un concept intéressant. Et à côté de ça, on poursuit aussi une politique de grandes expositions. Et je crois qu'en faisant des choses assez originales, fondées sur des reconstitutions. Alors il y a eu plusieurs expositions qui, moi, m'ont vraiment marqué. Il y en a une sur les rites funéraires. Voilà, c'est un sujet délicat, les rites funéraires. Alors, pour l'anecdote, on s'était associé avec quelqu'un de remarquable, malheureusement disparu, Christian Goudineau, professeur au Collège de France. Il était titulaire de la chaire d'Antiquité nationale, qui était vraiment un homme passionnant, un puits de science. Et il fait partie du commissariat de cette exposition. Et il propose un titre, « Mourez, nous ferons le reste ». Le département du Rhône, outré par ce titre, n'en veut pas. Et donc, on prend un sujet plus banal, mourir à Luc-du-Nôme, donc rite funéraire à Luc-du-Nôme. Et là, on est arrivé à faire quelque chose qui ne soit pas choquant, mais qui soit informatif. On s'est associé en particulier avec une anthropologue archéologue, Frédéric Blaiseau, de l'INRAP, qui,
depuis de nombreuses années, mené des fouilles vraiment scientifiques sur les sépultures. Et on se dit, on va reconstituer les sépultures, non pas telles qu'on les voit trop souvent dans les musées où on voit un squelette, on a reconstitué dans une vitrine le squelette avec de la terre, on met les peaux qui ont été restaurées, le collier, etc. Mais on va essayer de montrer au public à quoi ressemblait la sépulture au moment où elle a lieu. Voilà. Avec la personne. Alors, comment vous faites? Prenant une distance pour que ça ne soit pas macabre, évidemment. Mais c'était vraiment, c'est vraiment la démarche archéologique. Parce que c'est ce qui s'appelle la taphonomie. C'est-à-dire, sans rentrer dans trop de détails, je trouve une sépulture aujourd'hui, mais il s'est écoulé 2000 ans. Pendant 2000 ans, tout a changé. Évidemment, si c'est une inhumation, le corps s'est décomposé. S'il y avait toute une architecture en bois qui portait les vases, tout ça s'est effondré. Le but de l'archéologue, de l'anthropo-archéologue et de l'archéologue funéraire, c'est cette taphonomie, c'est de retrouver comment c'était à l'origine, à quoi ressemblait la sépulture. Et c'est ça qu'on va montrer au musée. Alors, évidemment, sans faire quelque chose de macabre, donc quand il s'agit par exemple de montrer le défunt sur son bûcher, on vient avoir une silhouette, mais on va reconstituer le bûcher grandeur nature avec toutes les offrandes qui étaient posées dessus. Ensuite, on va montrer le cheminement, les os brûlés qui vont être lavés, mis dans une urne, mis en terre avec différents types de sépultures. Tout ça, on va le montrer grandeur nature. Et on se dit, pour éviter d'avoir une exposition avec des panneaux partout, pour essayer de mettre dans l'ambiance vraiment, on va faire un audioguidage qui soit, si j'ose dire, le plus vivant possible. Même, c'est rendre vivant la mort, si j'ose dire. Vivante la mort. Et j'avais rédigé l'audioguidage et là, je me suis fait plaisir. C'était plutôt fondé sur les observations, notamment de Frédéric Blaiseau et de toute cette nouvelle génération d'archéologues du funéraire, d'aller jusqu'au bout. Voilà, eux, ils les reconstituent sur le papier et disent, voilà, on a trouvé le corps se décomposer comme ça, donc on imagine qu'il était enterré comme ci, comme ça. Et nous, on va le montrer physiquement. Voilà, c'était ça, en fait. Et il y avait plusieurs types de sépultures. Mais c'est vrai. Et alors, je fais des visites de cette exposition, non pas alors, au musée gallo-romain, il y a un service animation qui est chargé de faire les visites pour le public, mais je faisais partie du commissariat, j'étais le régional de l'étape, comme on dit. Donc je fais beaucoup de visites, j'ai fait 53 visites de cette exposition, il y en a qui m'ont marqué. J'ai fait une visite de cette exposition pour une association qui s'appelle Mort sans toit à Lyon, et qui se charge des sépultures, des corps que personne ne réclame. Voilà. Et puis, nous avions emprunté, parce qu'en fait, il y avait deux parties dans cette expo. La partie reconstitution, c'était que du faux. On s'était permis même d'imaginer des choses que l'on suppose exister, mais qu'on n'a jamais trouvées. Par exemple, les nécropoles de l'époque romaine, on se dit, il y avait sûrement une boutique où on pouvait trouver tout pour les sépultures, du vin pour les offrandes, les urnes. Donc, on reconstitue cette boutique. Voilà. Et la première partie, c'était que des reconstitutions, c'était que du faux, et c'était passionnant. La deuxième partie, c'était les objets eux-mêmes. C'était de vrais objets, mais c'était moins passionnant pour le public. On avait quand même emprunté de belles choses, notamment au musée du Louvre. Et je fais visiter, j'ai le plaisir, l'honneur et la chance de faire visiter une conservatrice du musée du Louvre, du département des antiquités grecques et romaines. Elle visite ça, et elle me dit, nous, on n'oserait pas faire ça. Et moi, j'ai pris ça comme un compliment. C'est un super compliment. Voilà. Tiens, pourquoi de visite d'ailleurs maintenant, tu es à la retraite. Mais c'est pas parce que tu es à la retraite que tu fais rien. Loin de là, c'est pour ça. Et en fait, tu continues, il me semble, à faire ce côté vulgarisation que j'aime beaucoup chez toi et d'entraîner les gens. Je pense à Garum, l'association dont tu fais partie, et tu fais beaucoup de visites avec eux sur le territoire rhône-alpin, je pense, sur l'Antiquité, et aussi qui t'intéresse beaucoup aux carrières. Et je sais qu'on va en voir une à un moment ou à un autre. Tu peux me dire 2-3 bricoles d'ailleurs sur tout ça, j'aime bien le mot bricole, sur effectivement tout ce choix effectivement d'aller vers le public toujours aujourd'hui et de l'amener à découvrir. Oui, alors il y a cette association des amis des musées gallo-romains, Saint-Romain-en-Galles et puis Lyon, qui est très active, qui est dynamique. C'est très bien parce que les gens peuvent participer même, non pas fouiller, mais participer aux recherches archéologiques en faisant eux-mêmes du lavage de céramique, de l'inventaire de céramique. Ça, c'est vraiment le côté très archéologique. Il y a des visites d'une journée, il y a des visites de sites archéologiques
en cours de fouille. Et puis, il y a des visites qui sont plus, je veux dire, de tourisme archéologique. Voilà. Et bon, moi, je suis rentré bien volontiers en me disant, je vais diffuser ce que je connais, c'est-à-dire l'archéologie régionale. Et je les ai amenés visiter cette carrière de Seyssel, qui est la carrière de pierre de Seyssel dont je parlais tout à l'heure, qui se trouve juste en aval du barrage de Génissia, dans une gorge du Rhône. C'est à la fois un paysage spectaculaire et les vestiges de l'extraction qui a duré pratiquement... Enfin, ça a été ouvert à l'époque romaine, en partie remblayé, sans doute peut-être par une crue catastrophique du Rhône. Ça reprend après à l'époque moderne et ça se termine au XIXe siècle. Donc c'est un site qui est très intéressant et qui est spectaculaire, c'est semi-souterrain. Donc j'ai eu la chance d'amener un groupe qui a beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai visité les carrières de Seyssel, j'étais en début de thèse, je suis allé avec quelqu'un de remarquable, Jean-Paul Bravard, qui est un géographe, spécialiste des cours d'eau, qui a beaucoup travaillé sur le Rhône et qui a été un des premiers à travailler avec les archéologues qui trouvaient, disons, en particulier à Lyon, des traces très nettes de l'évolution des cours d'eau et du confluent à l'époque romaine. Et donc lui, il a amené tout son savoir de géographe et il a tiré parti aussi des découvertes archéologiques. Et il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait des sujets de recherche avec lui. Donc la première fois que je visite la carrière de Seyssel, c'était avec lui. Et c'est lui qui me dit, tu vois là, visiblement, c'est le frontail romain qui dépasse, mais il est envahi par des sédiments. Donc le Rhône s'est exaucé et a noyé une bonne partie de la première carrière. Donc je suis retourné avec une tarière pour faire des sondages, essayer d'estimer ça, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et dernièrement, j'ai reparlé avec lui, et je ne sais pas si tu sais, il y a eu un tsunami dans le lac Léman. Oui, j'ai vu ça au voilà, mais c'est le truc sérieux, quoi. Ça paraît un peu gag, mais c'est un pan de montagne qui s'est effondré à l'extrémité du lac et qui a généré une énorme vague qui a détruit une bonne partie des quartiers bas de Genève. Et il me disait qu'il n'est peut-être pas impossible que cette vague ait drainé avec elle énormément de sédiments et peut-être que la carrière romaine aurait pu être noyée à cette occasion-là, quoi. Alors quand je dis noyer, ça ne veut pas dire que des gens sont morts dans la carrière romaine, mais disparaître sous des sédiments, voilà, après. Alors, est-ce que c'est pendant l'exploitation, après l'exploitation, c'est très difficile à dire, quoi. Tu as une carrière extrêmement vaste. Je suppose, là tu nous as parlé rapidement de Rome, je suppose que tu as voyagé dans d'autres pays aussi, parce qu'il y a ça aussi par rapport aux matériaux. Aussi, parce que toi, tu me parles de porphyre à un moment, puisqu'on a travaillé dessus, mais je sais que tu as voyagé par oui, non, là, c'est extrêmement modeste, mais j'ai fait que du tourisme, là. D'ailleurs, ça n'a pas été toujours couronné de succès, parce que j'étais allé en Égypte faire de la plongée à Hurghada, et j'étais pas loin des carrières de porphyre, mais j'ai trouvé personne ne connaissait les carrières de porphyre, et j'ai trouvé personne qui pouvait m'amener les visiter. Donc, mais chaque fois que je suis allé en Grèce, j'ai essayé de visiter quelques carrières, mais voilà, j'ai jamais fait de recherche, disons, archéologique sur ces sujets hors du territoire, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais maintenant à ceux qui veulent faire archéologue ou qui se lancent dans des études d'archéologue avec tout recul que tu as et toute l'évolution que ça a pris aujourd'hui? C'est certain qu'aujourd'hui, il y a des enseignements qui sont très bien faits, quoi. Ça, c'est vrai que on a l'impression... Enfin, il y a une filière archéologique. Maintenant, je prends la carrière de conservateur de musée. Tout passe par des concours, quoi. Moi, ce que j'essaye de dire, c'est de ne pas décourager les gens, quoi. Ça reste accessible, mais c'est vrai qu'il y a la barrière des concours. Après, il y a la voie d'archéologie de terrain, je dirais, qui n'existait pas à mon époque où c'était rarissime. Je vois par exemple, j'ai vu récemment que l'INRAP va faire un recrutement très important parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a 2/3 des archéologues de terrain qui vont partir à la retraite dans les 5 ans, quoi. Donc là, évidemment, il y a une possibilité de se lancer dans une carrière, mais avec, bien sûr, être archéologue à l'INRAP, c'est aussi accepter de changer de site, de suivre. Voilà, l'archéologie préventive, c'est pas l'archéologie programmée. C'est-à-dire, c'est pas je fouille ce site parce que ça m'intéresse, parce qu'il est intéressant. Non, je fouille là parce qu'il y a quelque chose qui va être aménagé là. Donc, c'est pas quelque chose. C'est quelque chose qui est aussi difficile pour les archéologues de l'INRAP. C'est que non seulement ils changent de site très souvent, mais ils manquent de temps pour mettre en valeur leurs découvertes.
Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple à gérer. Mais n'empêche que c'est une carrière intéressante. Et il va y avoir des recrutements importants, oui, ça c'est certain. Eh ben, je te remercie énormément. Ce que j'apprécie chez toi, c'est vraiment je répète, cette humilité et surtout la bienveillance avec laquelle tu accueilles les gens. Que ce soit moi ou les gens qui viennent te voir et avec laquelle tu es à l'aise pour dispenser ton savoir. Et vraiment, c'est très très agréable. Je te remercie mais énormément. Déjà d'être venu, de prendre ton temps, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la première fois, j'avais le Covid, je n'ai pas pu t'accueillir, et que là, tu es revenu, et vraiment merci, et c'est vrai que ça donne une vision sur ta carrière qui est vraiment atypique, et sur les naissances vraiment du métier d'archéologue, oui. comme on le constate aujourd'hui, et c'est vraiment quelque chose qui a changé. Voilà. Moi, j'ai toujours défendu l'idée d'être généraliste. Et ce qui est intéressant, surtout l'archéologie aujourd'hui est devenue très scientifique, donc on ne peut plus maîtriser tous les savoirs. Mais en revanche, c'est un peu comme le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il ne sait pas jouer de tous les instruments, mais il sait que la clarinette peut faire ça. Voilà. Il faut savoir qu'est-ce qu'on peut attendre de telle ou telle méthode de recherche, telle ou telle méthode d'analyse. Il faut savoir à qui s'adresser. Et en tant que conservateur de musée, mais c'est très agréable de pouvoir orienter les gens. Quelqu'un vient me voir, je fais une thèse sur tel sujet, ben écoutez, on a ça, mais allez voir un tel, voilà, c'est un vrai plaisir, quoi. Merci Hugues, merci pour cette émission. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Et on peut couper.